Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel aujourd'hui on va simplement voir comment est-ce qu'on peut implémenter un formulaire multipage ou alors un formulaire à plusieurs étapes dans notre projet. Donc lorsqu'on parle d'un formulaire à plusieurs étapes, on fait allusion à quoi? Le formulaire que vous voyez à l'écran est celui qu'on va réaliser. Donc sur ce formulaire, supposons que j'essaye de le soumettre déjà initialement, vous allez voir qu'il ne se passe rien. Par contre, les deux champs que j'ai ici là possèdent désormais une bordure qui est rouge. Cette bordure ici est synonyme du fait que le formulaire n'est pas valide, donc je vais renseigner une valeur par ici et je vais essayer de valider le formulaire de nouveau. Là, vous allez remarquer que mon premier champ n'a plus cette bordure rouge, par contre le deuxième champ possède également encore cette bordure rouge. De là, je vais donc remplir notre valeur de façon quelconque et ensuite je vais valider. Là, on va passer à la deuxième étape. Donc, on vient de finir avec la première étape. Les informations ont été renseignées convenablement et on peut passer à la deuxième étape. Ici, je vais mettre une adresse email quelconque et je vais mettre un numéro de téléphone quelconque et je vais aller à l'étape suivante. Par la même occasion, vous allez vous rendre compte que de la façon dont je peux aller à l'étape suivante, ici, je peux également revenir à l'étape précédente. On peut revenir à l'étape précédente dans le but de corriger les données qu'on aurait pu mal écrire. Et vous allez également remarquer que lorsque je clique sur suivant, il y a cette zone qui s'active pour m'indiquer que je viens de finir avec cette étape en question. Donc là, j'ai fini avec l'étape 1, je me trouve à l'étape 2, je vais valider. Je viens de finir avec l'étape 2. Si j'essaye de valider pour aller à l'étape 3, vous voyez que cet élément s'encadre directement d'une bordure rouge parce que je n'ai pas renseigné des valeurs au niveau de la date. Donc je vais donner une date quelconque ici et pour mon jar, ça sera on par défaut. Je vais cliquer sur suivant et vient la dernière étape là où je vais définir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et de là, je vais donc pouvoir cliquer sur s'inscrire. Lorsque je clique sur s'inscrire, vous voyez que le dernier élément ici, la dernière page s'active pour me montrer que j'ai complété mon formulaire et j'ai un pop-up qui apparaît ici pour me dire enregistrement terminé. De là, je vais cliquer sur OK et mon formulaire il va se réinitialiser. Donc, on va prendre environ 1 heure de temps pour essayer de comprendre comment ce système fonctionne et le mettre en place. Maintenant qu'on a fini avec la démo du projet, il est important de contextualiser le projet en lui-même parce que généralement, lorsqu'on fait un projet, il faudrait pouvoir lui trouver une utilité. En fait, lorsqu'on utilise généralement les formulaires à multi-étapes ici, c'est pour pouvoir faire la validation au fur et à mesure. Et si on arrive à un moment où certains éléments ne sont pas cohérents, on arrête l'inscription. Donc, on va prendre un exemple concret pour essayer de comprendre. Vous avez un site de e-learning et sur votre site de e-learning, vous allez dire que les utilisateurs devraient être titulaires minimum d'un baccalauréat. Donc, du coup, à la première étape, il va renseigner son nom. À la deuxième étape, il va renseigner son adresse. Et à la troisième étape, vous allez demander son niveau d'études. Si vous mettez un niveau d'études qui est inférieur au bac ou alors qui est inférieur à une équivalence de baccalauréat, vous allez simplement arrêter l'inscription et lui dire qu'il n'est pas éligible pour être sur votre plateforme. Maintenant qu'on a fini avec la démo du projet ici, je propose qu'on passe directement à la réalisation du projet en lui-même. Donc pour le projet ici, j'ai créé un dossier que j'ai appelé Multiform. À l'intérieur de ce dossier, j'ai déjà mis un certain nombre de fichiers à la base. Notamment ici mon index.html dans lequel je vais principalement faire le squelette de ma page web. À l'intérieur de ces index.html, j'ai mis la structure de base d'une page HTML. Entre autres, j'ai mis ici le head, j'ai mis la doc type et j'ai mis le body, sans oublier l'élément HTML que j'ai ouvert et que j'ai refermé. Ensuite, à l'intérieur ici, j'ai chargé un lien externe. Ce lien, vous allez bien vous en rendre compte, c'est un lien Google qui va simplement me permettre d'utiliser ici les Material Icons by Google. Donc pour intégrer ce lien à votre site, vous n'aurez qu'à taper sur Google Material Icons by Google. On va vous indiquer comment installer ça dans votre ordinateur. Ensuite, en dessous ici, j'ai le CSS de Bootstrap 5. Ce CSS, il n'est pas utilisé un lien externe. Les fichiers se trouvent dans mon ordinateur dans le dossier CSS. Donc c'est ce dossier ici. Et voilà le CSS de Bootstrap par ici. Si vous ne savez pas comment intégrer Bootstrap à votre projet, je vous conseille de regarder la formation que j'ai conçue à cet effet ici. Là, nous sommes sur ma chaîne YouTube. Et j'ai une formation intitulée ici Apprendre Bootstrap 5 par la pratique. Donc c'est une petite formation de 6 vidéos dans laquelle la première vidéo vous montre comment installer et configurer Bootstrap dans votre projet. Les prochaines vidéos vont vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les classes de Bootstrap à travers des petits TP à chaque fois. Et dans la 6e vidéo, on va se concentrer sur le web design, la conception côté client d'une page web. Vous allez voir que ce sera très enrichissant.
Donc, si vous ne savez pas comment faire pour arriver directement sur cette formation, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui apparaît au-dessus de cette vidéo. Maintenant que cela est dit, on va rentrer dans notre éditeur de texte ici et on va se rendre compte qu'après le CSS de Bootstrap, on a également un autre CSS ici qui représente notre CSS. Ça se trouve également dans le dossier CSS. Donc, je vais venir à ce niveau et vous allez voir que j'ai ce fichier, il n'y a rien pour le moment à l'intérieur. Maintenant, juste avant de fermer ma balise body ici, j'ai mis mon JavaScript et il se trouve dans le dossier JS. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a également rien pour le moment à l'intérieur. Vous allez également voir que j'ai un dossier IMG ici qui contient une seule image et c'est l'image qu'on aurait utilisée comme image de fond. Cette image, vous l'aurez lorsque vous allez récupérer le code de source depuis mon dépôt GitHub. Donc, je vais également attirer votre attention sur quelque chose, c'est que dans mon dossier ici, dans mon projet, il y a un dossier Node Modules et il y a un dossier SAS. En fait, le dossier Node Modules provient simplement du fait que j'ai configuré mon projet pour qu'il puisse fonctionner avec NPM Node.js en quelque sorte. Donc, si vous voulez savoir comment configurer votre projet également, je vous conseille de regarder le tutoriel conçu à cet effet. Vous allez voir ici, il y a un tutoriel installer et configurer Node.js dans un projet. Donc, si vous ne savez pas comment arriver à ce tutoriel, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus de la vidéo. Et dans cette petite vidéo de 12 minutes, je vais vous montrer comment télécharger Node.js, comment l'installer, comment vérifier la version, comment installer une dépendance ou alors un package Node.js en utilisant ici NPM. On va repartir dans notre éditeur de texte et on va s'intéresser au dossier SAS en lui-même. En fait, SAS ici, c'est simplement le préprocesseur qui nous permet de faire du CSS rapidement. Donc, une fois que j'ai configuré mon dossier ici, mon projet ici avec Node, j'ai directement installé la dépendance SAS. Et pour cette dépendance SAS, dans mon paquet JSON, j'ai lancé une commande ici qui va me permettre de compiler mon code SAS en code CSS. Donc, pour vous illustrer un peu ce que je dis, lorsque je dis que je vais écrire mon CSS ici, mais qui sera compilé par ici, je vais importer ici les liens du Google Font extérieur. Donc, je vais importer la police de texte Ninito 100. Donc, vous allez vous rendre compte que lorsque je vais sauvegarder mon code, pour le moment, il n'y a rien par ici. Mais je vais ouvrir mon terminal. Et dans ce terminal, je vais lancer la commande npm run sas. La commande npm run sas que je lance ici, c'est celle que je vous ai présentée à ce niveau. C'est la commande sas par ici. Donc, lorsque je la lance, vous voyez ici là qu'on me dit que le code qu'on a trouvé dans le dossier sas SCSS a été compilé dans css.styles.css. Ensuite, on me dit que SAS is watching for changes. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais écrire ici désormais, si je viens par exemple dire que je cible le body et qu'à ce body, je vais donner une couleur de fond qui est du blanc, vous voyez que le code va immédiatement être compilé. Donc, lorsque je vais venir regarder dans mon CSS classique, j'aurai mon code qui apparaît désormais là. Du coup, je peux fermer ceci et je vais uniquement me concentrer sur ce qui se trouve dans cette page. Je vais réduire mon terminal, rassurez-vous de ne pas le fermer et de le réduire simplement. Ce que je vais dire avant qu'on continue, c'est que le SCSS, la syntaxe SCSS est différente de la syntaxe SAS. Donc pour comprendre à peu près ce que je vais écrire ici dans ce tutoriel, je vous conseille de regarder également la formation SAS que j'ai conçue à cet effet. La voici par ici. Apprendre le préprocesseur SAS pour le CSS. Donc, lorsque vous aurez regardé les 2 premières vidéos, vous serez totalement à l'aise avec ce qu'on aura fait ici. Ça ne sera pas bien long, c'est de l'ordre de 5 minutes ou 6 minutes. Du coup, si vous ne savez pas comment arriver à ce tutoriel, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, mais vous pouvez également cliquer sur le lien qui apparaît tout au-dessus de cette vidéo. Trêve de bavardage, on va donc commencer à travailler dans notre projet. La première chose qu'on va faire, c'est de penser à la conception ici de notre projet en lui-même. Et pour la conception de notre projet, ça sera peut-être un peu complexe, mais si vous êtes déjà à l'aise avec le HTML et le CSS, ça ne sera pas du tout complexe. Donc, on se rend compte quand on observe dans notre formulaire qu'on a l'inscription ici. On a ces 4 labels ici, donc le nom, l'adresse, la naissance, le submit, et on a des icônes tout en dessous qui sont associées à ces labels. Ces labels ici sont 4 parce qu'on a 4 étapes dans notre formulaire. Donc, chaque label ici correspond à l'une des étapes de notre formulaire. On va donc commencer déjà par cette première partie. On va repartir dans notre éditeur de texte et je vais commencer par me définir ici un élément container qui est une classe de Bootstrap. À l'intérieur de ce container, je vais me mettre ici un header dans lequel je vais simplement mettre inscription.
Ensuite, en dessous de ce header, je vais me créer une classe que j'appelle CC Progress Bar. Ici, lorsque je mets le CC Progress Bar, je mets ce CC simplement parce que Progress Bar, c'est une classe de Bootstrap et je n'ai pas vraiment envie de l'utiliser. Donc, dans ce CC Progress Bar, je vais me mettre une div à laquelle je vais donner la classe step, qui est ma div, qui est ma classe personnelle. À l'intérieur de ce step, je vais commencer par mettre un paragraphe et je vais dire non, ça va représenter le label. Donc, c'est ce qu'on a à ce niveau-ci. Et pour le coup, je pense qu'on va mettre le navigateur d'un côté et l'éditeur de texte de l'autre côté. Maintenant que c'est fait, on peut continuer. Et comme je l'ai dit dans ce paragraphe, j'ai mis non, ça représente ce qu'on a à ce niveau-ci. En dessous de ce paragraphe, je vais me créer ici une div à laquelle je vais donner la classe bullet. Et dans cette div, je vais mettre une span du material icon. Donc je vais venir ici et je vais chercher les material icons. Une fois que le résultat de la recherche sera affiché, assurez-vous d'être sur du material icons et non pas sur du material symbols. Je vais donc commencer ici par chercher une icône user et je vais cliquer sur cette icône. Pour l'utiliser, je vais simplement copier la span qui se trouve à ce niveau. Je copie cette span que je viens mettre ici à l'intérieur de ma div qui porte la classe bullet. Je pense également que je vais ouvrir ma page ici dans le navigateur et pour cela je vais utiliser le Live Server. Le Live Server, c'est simplement une extension ici qui nous permet de voir les modifications dans notre navigateur sans avoir besoin d'actualiser le navigateur à chaque fois. Donc, c'est une configuration de Visual Studio Code et si vous voulez savoir comment j'ai configuré mon Visual Studio Code, je vous invite à regarder le tutoriel conçu à cet effet. Vous n'aurez qu'à regarder ici au niveau des éditeurs de code. Le lien qui apparaît juste au-dessus de cette vidéo, vous n'avez qu'à y cliquer et vous serez redirigé sur le tutoriel de Visual Studio Code. Cela étant dit, on va repartir ici dans notre page web et je me rends compte que je n'ai pas mon icône, j'ai plutôt ici personne. J'ai personne simplement parce que j'utilise les icônes de type Sharp alors qu'ici, j'ai plutôt pris les icônes de type Rounded. Donc, je vais prendre ici du Sharp pour ne pas avoir de problème. Et lorsque je vais cliquer là, vous allez voir que désormais ici à ces derniers éléments, on a plutôt du Sharp et non pas du Round comme j'ai pas ici. Donc, je vais modifier cet élément et je vais l'appeler Sharp. Donc, si je sauvegarde ma page, ça sera actualisé immédiatement de ce côté et j'aurai mon icône qui apparaît. Donc, cet élément que j'ai ici, que j'ai appelé step, on s'est dit qu'on aura 4 pages. Et vu qu'on aura 4 pages, on va donc dupliquer cet élément 3 autres fois. Au niveau de ce deuxième élément ici, je vais demander l'icône call pour avoir un téléphone et je vais dire qu'on sera au niveau de l'adresse. Au niveau du troisième élément ici, je vais demander un today qui va nous donner une sorte de calendrier et là, ça sera les naissances. Et au niveau de ce dernier élément ici, j'aurai mon submit qui va me permettre de soumettre mon formulaire et je vais utiliser une icône de type settings. Donc voilà ce qu'on a dans un premier temps et je propose qu'on se concentre pour faire son CSS. En ce qui concerne le CSS, comme on s'est dit ici, je vais d'abord refermer ça déjà. En ce qui concerne le CSS, comme on s'est dit, on va travailler dans notre SCSS. Vu que je travaille ici avec Bootstrap, je vais directement commencer par définir certains éléments de base. Pour gagner en temps, je vais simplement copier et je vais coller ce que j'avais. Ensuite, je vais expliquer. Donc ici, là, je viens de dire que je vais définir des éléments qui vont s'appliquer à la racine de mon document. Pour cela ici, j'ai défini un step number à 4 pour dire que j'aurai également 4 étapes dans mon formulaire. J'ai défini ici un container 8 à 480 et j'ai défini 3 couleurs, une couleur de texte, une couleur sombre et une couleur pour les erreurs. Ensuite, je me dis lorsqu'on sera dans des écrans pour lesquels la taille est inférieure à 660 pixels, je veux que la largeur de mon conteneur passe de 360 pixels. Et lorsqu'on sera dans les écrans pour lesquels la largeur de l'écran est inférieure à 490 pixels, je vais simplement qu'on ait 96% au niveau de mon conteneur 8. Dans le conteneur, en fait, c'est cet élément, cette zone que vous voyez en brillant, ce noir par ici. C'est ça que j'ai appelé ici conteneur 8. Trêve de bavardage, on va continuer avec le CSS et après avoir défini les éléments à la racine, je vais m'intéresser directement à la balise body. Pour cette balise body, on va faire un display flex, un justify content à center, align item à center et ici, je me rends compte que mon display flex n'a pas pris effet. Maintenant, je vais descendre un peu plus bas, je vais lui donner une hauteur de 100 VH. Je vais également lui donner ici un overflow X à hidden. Donc, tous les éléments qui vont déborder suivant l'axe des X seront à hidden.
Après avoir appliqué la flexbox ici, mes éléments se centrent au niveau de ma page. Mais maintenant, je me dis que je veux avoir cette couleur de fond, cette image de fond qu'on a par ici. Pour cette image de fond, je vais simplement copier ce que j'avais et puis je vais expliquer parce que généralement, réécrire ça me prend un peu de temps. Donc, je vais coller ça là. En gros, je vais lancer ici la fonction CSS Linear Gradient et dans cette fonction, je vais d'abord mettre une couleur noire en RGBA que je vais rendre transparente à 15%. Ensuite, je vais lancer encore une autre couleur noire que je vais rendre cette fois-ci transparente à 65%. Et de là, je vais mettre une virgule. La virgule est très importante et je vais lancer la deuxième fonction CSS URL. Donc, dans cette URL, je vais aller charger mon image et je vais dire, vu que nous sommes dans le dossier SAS, je vais d'abord sortir de ce dossier. Je sors de ce dossier en utilisant les deux points. Ensuite, j'entre dans le dossier IMG. Je récupère ensuite l'image BG qui se trouve à l'intérieur du dossier IMG. Je demande que cette image soit centrée, qu'elle soit également centrée suivant l'axe des Y et qu'elle ne soit pas répétée dans la mesure où l'image est petite. Une fois que c'est fait, si je sauvegarde, vous voyez que j'ai mon image de fond qui apparaît, mais elle ne prend pas la totalité de notre page comme ce qu'on a de ce côté-ci. Du coup, pour gérer ce problème, ça ne sera pas compliqué. Je vais utiliser ici une propriété CSS qu'on appelle le background size et je vais demander que ce soit en cover, une sorte de couverture en quelque sorte. Maintenant que c'est fait, je vais m'intéresser ici à l'élément container. Déjà en passant, je tiens à le rappeler, le container ici c'est une classe de Bootstrap. Mais moi j'ai envie de modifier le comportement de ce container. Du coup, je vais d'abord commencer par lui donner une largeur qui va être celle du container 8 qu'on a défini ici un peu plus haut. Ensuite, je vais lui demander de prendre une couleur de fond et cette couleur de fond, je vais la traiter avec la fonction SCSS Transparentize. Cette fonction qui me permet de rendre une couleur transparente en demandant simplement ici à utiliser la couleur en question. Donc pour cela, je vais utiliser le dièse 23 2F et 3A. Je vais demander qu'il me rende cette couleur transparente à 35%. Donc, vous voyez donc que j'ai cette forme qui apparaît ici. Après avoir mis cet élément ici, je vais demander à ce que ça prenne un padding de 48 pixels. Je vais donc descendre un peu plus bas et je vais commencer à m'intéresser à ce que j'ai appelé Progress Bar. Dans cette Progress Bar, je vais commencer par un display flex. Ensuite, je vais lui mettre ici un margin de 36 pixels en dessous et en dessus et de 0 pixels à gauche et à droite. Ensuite, je vais lui demander à utiliser ici un user select que je vais mettre à non. Le user select ici simplement nous empêche de devoir sélectionner ces éléments comme je sélectionne inscription par ici. Donc maintenant que c'est fait, à l'intérieur ici de ces progress bar, je me suis mis l'élément auquel j'ai donné la classe step. Et pour ça ici, je vais donner un text align à center, je vais donner une largeur de 100% et je vais donner une position relative. Dans cet élément step ici, on avait un élément P et cet élément P, c'est celui qui représente le nom, l'adresse, la naissance et ainsi de suite. Pour cet élément P, je vais donner un font weight à 500. Je vais lui donner ici un font size de 18. Je vais lui donner un margin block end. Et pour cela ici, je vais donner 8 pixels. En ce qui concerne le margin block end, c'est l'équivalent du margin bottom, mais à quelques différences près. Je vous laisse vous documenter. Donc maintenant, vous allez vous rendre compte lorsque nous sommes dans notre projet ici que si je redimensionne mon élément et qu'il devient petit, vous allez voir que les labels nom, adresse et consort ont disparu. Donc j'ai simplement fait en sorte que sur les écrans de plus petite taille, que ces éléments disparaissent. Et on va gérer ça immédiatement. Je vais me dire, lorsqu'on sera dans les écrans qui sont plus petits que 660 pixels, j'ai simplement envie ici là que ce soit en display none. Donc je vais mettre ce P en display none. Du coup, si je viens par ici, et vous voyez qu'on a nos éléments qui ont déjà pris cet alignement. Si je réduis ma page ainsi, vous voyez que ça vient de disparaître. Présentement, les éléments sont sombres. Je me dis qu'on va rajouter ici, à ce progress bar ici, une classe bootstrap qu'on va appeler text light. Maintenant, nos éléments, ils se voient mieux. Donc, si j'agrandis de nouveau mon écran, vous allez voir que ces éléments apparaissent de nouveau. On repart dans le CSS ici et je vais dire que lorsque je vais prendre mes paragraphes en eux-mêmes, si ces paragraphes sont actifs, je vais mettre ici une spellette et comme je vous ai dit, pour savoir comment est-ce qu'on écrit du SCSS, je vous conseille de regarder la formation prévue à cet effet. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vais dire que lorsqu'on a un paragraphe qui est actif, qui nous indique ici qu'on a fini avec une étape, je veux qu'il prenne une couleur particulière et pour cela, je vais lui donner la couleur Hero Color.
Donc si je reviens à ce niveau, je vais choisir par exemple ce deuxième élément, adresse, et je vais lui mettre ici une classe que je vais appeler active. De la même façon, je vais également prendre l'icône qu'on a ici et je vais lui rajouter une classe active. Donc vous voyez que pour le moment, adresse vient de passer ici à une couleur rouge pour nous indiquer qu'elle est déjà active. On repart dans notre CSS et dans ce fameux CSS, après le paragraphe, on avait également un élément qu'on a appelé bullet qui va contenir notre icône. Donc on va se concentrer sur ce bullet et on va commencer par lui donner une position en relative. Je vais lui donner ici un display inline flex, un justify content à center, align item à center. Je vais également lui donner une largeur de 36 pixels, une hauteur de 36 pixels. Ensuite, je vais lui donner une bordure. Donc, on va mettre ici du border et pour cela, ça sera un pixel solide et la couleur, bien évidemment, ça sera du font color. Là, présentement, voilà ce qu'on a. Et puis, je me dis, j'aimerais que les éléments soient arrondis comme ce qu'on a par ici. Pour gérer ce problème, vu que c'est carré, on va mettre ici un border radius à 50%. Et là, les éléments viennent d'être arrondis. À ce niveau, lors de la présentation du projet, on avait également vu que lorsqu'on finit avec une étape, cet élément passe à la couleur active. Donc pour cela, je vais dire ici là que lorsque j'aurai mon bullet qui sera actif, je vais simplement lui donner ici une couleur qui sera une couleur de texte. Pour cela, je vais lancer mon font color. Mais à côté de cela, je vais lui donner ici une couleur de fond background color qui sera donc la couleur d'erreur pour que ce soit rouge. Et je vais me dire que je vais également lui donner ici une border color qui serait également cette couleur rouge. On va mettre ici error color. Donc si je reviens et je me rends compte que l'actif que j'avais mis à ce niveau, je vais l'enlever et je vais plutôt le mettre au niveau du bullet ici. Et si je mets active, vous voyez que désormais lui aussi il passe au rouge. Maintenant, lorsqu'on regarde notre projet de nouveau, on se rend compte qu'on a ces barres de transition qui sont animées par ici. Ces barres de transition, on va également les gérer dans notre CSS. Et pour le faire, on va devoir travailler ici avec les éléments actifs et les éléments before de nos bullets. Pour cela, je vais sélectionner ici le after et le before. Là, c'est le after. Je vais commencer par mettre ça en position absolue. Et si je le mets en position absolue, il faudrait que j'ai préfixé une position pour son parent au préalable. Donc, il est en position absolue. Je vais lui mettre un content qui sera totalement vide. En dessous, je vais demander à ce qu'il prenne une largeur de 44 pixels et il va prendre une hauteur de seulement 4 pixels. Si je sauvegarde, on ne voit rien pour le moment. Dans notre projet, on ne voit rien pour le moment. Donc pour mieux voir la chose ici, je vais commencer ici par lui donner une couleur. Et la couleur que je vais lui donner, ça sera la couleur de fond. Donc maintenant, vous voyez qu'on a une barre qui apparaît au-dessus de nos icônes. En réalité, on n'a pas une seule barre, on en a deux. Et pour vous montrer, je vais faire une petite différence. Je vais prendre l'élément before qu'on a un peu plus haut ici et je vais lui donner une position top à peut-être 25 pixels. Donc vous voyez qu'on a deux éléments qui viennent de se différencier. Il y a l'un des éléments qui est le before et c'est lui qui apparaît en dessous et on a un élément qui est le after qui apparaît plus haut. Si je prends par exemple celui-ci et je demande à changer sa couleur, je vais par exemple lui donner ici la couleur Hero. Vous allez voir que lui il prend directement une couleur rouge. Je mets ces deux éléments parce que à un moment donné, je vais devoir faire une animation et j'aurai besoin de ces deux éléments. Maintenant, je ne veux pas que ces éléments soient au-dessus de mes labels comme ceci. Je vais devoir les déplacer et pour cela ici, je vais les mettre à une position à droite que je donne moins 52 pixels. Vous voyez comment mes éléments ont décalé immédiatement. Ensuite, on s'est dit que pour ce dernier élément, lui on le veut pas, on va le cacher. Donc, pour le cacher, on va utiliser une méthode un peu particulière. On va se dire, on a 4 steps et dans chaque step, on a une boulette qui apparaît. Donc, on va sélectionner la dernière step ici, uniquement la dernière, et on va lui dire, on veut que tu caches le dernier élément before et after de cette boulette. On pourrait mettre une autre classe ici pour pouvoir cibler cet élément particulièrement. Mais ce que nous on va faire dans notre CSS, c'est de se dire, lorsqu'on a traité notre élément step ici, on va redescendre dans notre CSS. On va nous dire, tu vas nous prendre cette step, mais cette fois, tu vas uniquement sélectionner le last child. Ça va nous prendre ici le dernier élément de cette step. Et on va lui dire, le last child qu'on a, il y a l'élément bullet. Cet élément, tu vas sélectionner son before.
De la même façon, tu vas également sélectionner ici son AFTA. Et une fois que ça sera fait, on veut simplement que tu mettes ça en display non. Donc en gros, il va rentrer dans cette dernière step. Il va prendre le bullet qui est ici. Il va sélectionner les éléments before et after. Il va les cacher. Donc du coup, cet élément, on va le cacher. Si on se regarde ici, vous allez voir que cet élément vient de disparaître immédiatement. Donc on va redescendre et on va continuer. Et comme je l'ai dit, lorsque je reviens ici, je vais réduire et vous allez remarquer que ces tirets également, ces barres de transition ont également disparu. Donc on va également gérer ça de ce côté et je vais recopier cette média que j'ai par ici. Je vais simplement venir dire que lorsqu'on sera sur des écrans inférieurs à 660 pixels, ils passeront aussi en display non. Donc si je redimensionne, vous voyez qu'on n'a plus ces éléments. Je vais remettre ma page comme elle était et on va descendre, on va se concentrer sur l'élément bullet lorsqu'il aura la classe active, parce qu'on a bien évidemment une classe active. On va se dire que celui qui porte la classe active, on va cibler son élément after. Et à cet élément after, on va donner ici une couleur de fond. Cette couleur de fond, ça sera du hero color. Après cette couleur de fond ici, on va lui appliquer une transformation. La transformation sera simplement ici du scale X. Désolé, là je voulais écrire ici scale X et on va mettre ça à 0. Pour mieux voir la chose déjà, je vais d'abord commenter cette ligne de code et je vais sauvegarder. Là vous voyez que la barre, elle est passée au rouge immédiatement. Simplement parce que l'élément after en fait est superposé à l'élément before. Donc du coup l'élément before, on avait demandé que les deux prennent une couleur claire, mais ici je demande que l'élément after prenne une couleur rouge et uniquement l'élément qui est activé. Du coup, comme il se trouve au-dessus de l'élément before, il va colorier cet élément. Ce que je vais donc faire, c'est de lui appliquer une transformation et de demander que ça passe à une dimension de 0. En gros, les 44 pixels que j'ai appliqués ici vont se voir réduits à néant avec cette transformation. Une fois que c'est fait, je vais lui donner ici un transform origin que je vais mettre sur left. Et de là, je vais donc lui passer une animation. Pour l'animation, je vais demander que ça porte le nom animate. Ensuite, je vais demander que ça dure uniquement 0,3 secondes. Je vais la mettre en linéaire et je vais demander que ce soit du forwards. Désolé, là, je voulais mettre un forwards. L'animation que je viens de mettre ici, il faut bien évidemment que je la code. Pour cela, je vais descendre tout à la fin de mon SCSS et je vais lancer ici un keyframes. Dans ce keyframes, il est demandé que l'animation ici va s'appeler animate. Donc pour cela, je vais bien donner ce nom animate par ici. Je vais simplement lui dire que lorsque tu seras sur les 100% de mon animation, je veux que tu me changes cette couleur de fond et que tu me changes plutôt la transformation et non pas la couleur de fond. Donc cette fois, tu vas me mettre une transformation ici à 1. Donc ce que je viens de lui dire, c'est que initialement, j'ai mis cette transformation à 0, dont la taille sera réduite. Maintenant, je lance une animation pour qu'il me fasse grandir ma taille de nouveau. Cette animation va durer 0,3 secondes. Et durant cette animation, il va me ramener cette taille à la taille initiale. Donc là, je mets un transform scale X à 1. Donc si je sauvegarde, vous voyez qu'il y a une petite animation qui vient de se produire. À l'intérieur de mes boulettes ici, j'ai également un élément span. Et cet élément span, je vais le traiter. C'est l'élément qui porte l'icône en elle-même. Je vais simplement demander que la police de texte passe à 16 pixels. Ce qui va nous donner un rendu comme ce qu'on voit de ce côté. Mais à ce niveau, je me rends compte que mon inscription, elle est encore un peu toute moche. Pour gérer mon label inscription ici, je vais remonter dans mon container. Et dans ce container, j'avais mis un header que je vais bien évidemment cibler. À ce header, je vais commencer ici par donner déjà un font size de 40 pixels. Je vais lui donner un font weight de 600. Je vais également lui donner un margin block end 32 pixels. Et je vais lui donner une couleur de fond color. Ici, on va lui mettre le font color. Et après, je me dis que pour lui, il sera un text align center. Donc, voilà ce qu'on a présentement. Une fois le titre géré par ici, on se rend compte qu'en regardant ici, on a quasiment la même chose. Il nous reste uniquement notre formulaire en dessous. Donc, je vais replier ce qu'on a par ici. Et on va repartir dans notre HTML dans lequel je vais également replier ce qu'on a par ici. Ici, je vais plutôt replier la progress bar. Donc, en dessous de ma progress bar ici, je vais mettre mon formulaire. Et pour cela, je vais lui mettre ici un form container. À l'intérieur de ce form container, je vais ouvrir ma balise form.
À l'intérieur de cette balise form, on s'est dit qu'il y aura 4 étapes. Donc, je vais représenter ici 4 étapes, chaque étape avec un élément auquel je vais donner la classe page. Ensuite, à l'intérieur de ce page, on se rend compte qu'on a un certain nombre d'informations, notamment le titre de l'étape sur laquelle on se trouve et les champs de nos formulaires plus le bouton. Donc, je vais commencer par le titre en mettant ici un H5 et je vais demander à ce que ce soit les informations de base. Ensuite, en dessous de ce titre de niveau 5, je vais simplement me mettre une classe Bootstrap MB3. À l'intérieur, désolé, je mets une classe Bootstrap MB3. À l'intérieur de cette classe, je vais mettre un label. À ce label, je vais également donner une classe Bootstrap Form Label. Et surtout, comme je vous l'ai dit, pour être à l'aise avec Bootstrap comme je le fais, je vous conseille de regarder la petite formation que j'ai conçue à cet effet. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, dans le label ici, je vais simplement demander à ce que ce soit le prénom. Et en dessous du label ici, je vais mettre un input auquel je vais également donner une classe Bootstrap qui est le form control. Donc, cet input ici, je vais simplement demander qu'il soit de type required pour imposer à l'utilisateur de devoir le renseigner. Une fois que c'est fait, je vais dupliquer ce champ ici une deuxième fois. Et si on revient dans notre projet, vous allez voir que j'ai un premier champ qui apparaît. Je sauvegarde, j'ai un deuxième champ qui apparaît et pour le coup, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas besoin de faire le CSS réellement pour ces champs. C'est simplement parce que, vu qu'on utilise Bootstrap, la classe Form Control fait tout le travail pour nous. Il en est de même pour la classe Form Label ici en haut. Maintenant, il va me falloir mes boutons et pour mes boutons, je vais également mettre encore une classe MB3 à l'intérieur de laquelle je vais mettre un élément Button. À ce button ici, je vais donner la classe BTN qui est une classe de Bootstrap. Je vais demander à ce que ça prenne 100% de la largeur qui est une classe de Bootstrap. Je vais mettre ici un rounded à 0 qui est également une classe de Bootstrap parce que je ne veux pas avoir les arrondis au niveau de mes boutons. Et ensuite, je vais donc lui mettre ici une classe Next qui sera ma classe propre à moi. Donc le bouton aura simplement le label suivant par ici. Je me rends compte que mon bouton apparaît ici, je vois bien suivant, mais pour le moment, on ne voit rien. Donc, on va gérer ça. Pour gérer ce bouton, on va rentrer dans notre fichier SCSS et juste ici, en dessous du container, c'est là où je vais choisir de gérer tout ce que j'aurai comme bouton dans mon site web, dans ma page web. Je vais commencer ici par donner une couleur et cette couleur sera simplement du font color. Si je sauvegarde, on se rend compte que la couleur, en fait, elle n'a pas pris acte, simplement parce que la couleur de Bootstrap est prioritaire. Donc, pour forcer la mienne, je vais utiliser ici l'attribut important. Désormais, ma couleur vient de passer au clair. Du coup, je me dis qu'en dessous, je vais lui donner ici une couleur de fond background color et pour cela, je vais utiliser ici le hero color. Ensuite, je vais également lui donner une bordure et pour cela, ici, je vais mettre un border que je vais mettre bien évidemment un pixel en solide et la couleur que je vais utiliser c'est solide et non pas solide et la couleur que je vais utiliser ici je vais la traiter avec la fonction SCSS darken. Je vais simplement demander dans ce darken de me prendre cette couleur, désolé, dans ce darken je vais lui dire tu vas me prendre cette couleur-ci et cette couleur tu vas la assombrir de 10%. Si je sauvegarde, il ne se passe toujours rien. Pour que les éléments prennent acte, je suis obligé de forcer avec l'élément important. Donc vous voyez que je viens d'avoir mon bouton qui vient de prendre cette forme. Maintenant, je me dis que je vais devoir survoler mes boutons, donc il faut que je gère le survol. Pour cela, je vais appeler ici le hover. Et sur ce hover, les éléments que je vais gérer seront principalement le background color et le color. Donc pour ces deux éléments ici, au niveau du color, je vais demander que ça devienne désormais du hero color. Par contre, au niveau du background color, ça sera désormais du font color. Donc si maintenant je viens survoler mon bouton, vous voyez qu'il se produit un effet. Maintenant qu'on vient de finir de gérer les boutons, tous nos boutons apparaîtront ainsi dans notre document. On va donc repartir dans notre HTML et dans ce fameux HTML, je vais dire ici que je vais copier l'élément page vu qu'on s'était dit qu'on aura 4 étapes, donc on aura 4 pages. Je vais dupliquer ça 3 autres fois et pour les autres fois, je ne vais pas m'attarder sur les champs du formulaire, je vais plutôt m'attarder ici sur les labels. Donc je vais demander ici à avoir une adresse. Ensuite, je vais demander ici à avoir les naissances et un peu plus bas, je vais demander à avoir les détails.
Maintenant, vous voyez que j'ai les éléments qui apparaissent ici les uns en dessous des autres et qui sont quasiment identiques, mis à part ce que j'ai par ici. En ce qui concerne les couleurs de texte, on va les gérer tout à l'heure, mais je me dis également que lorsque je quitte de la première étape vers la deuxième étape, je dois pouvoir entrer en arrière. Donc pour cela, au niveau de la deuxième étape ici, je vais dupliquer ce bouton et vous vous doutez bien que je ne vais pas lui mettre ce suivant, je vais lui mettre ici précédent comme label. Maintenant que c'est fait, j'ai un bouton précédent et un bouton suivant ici qui sont les uns en dessous des autres. Moi, j'aimerais simplement qu'ils soient les uns à la suite des autres, comme ce qu'on a par ici. Donc pour gérer ça, on va repartir dans notre HTML et au niveau de la div qui porte la classe MB3 des boutons, on va lui rajouter une autre classe qu'on va appeler Deflex qui est une classe Bootstrap. Je vais lui mettre ici un Justify Content à Center et lorsque je sauvegarde, vous voyez que j'ai mes liens, mes boutons qui s'alignent comme ceci. Maintenant, je ne veux pas que ces boutons soient collés, ils devraient être espacés et pour cela, je vais également venir ici après le Justify Content Center, je vais lui mettre ici un gap 3. Donc, j'ai mes éléments exactement comme j'aimerais qu'ils soient. Ce que je viens de faire là, je vais simplement copier ces boutons et je vais les coller à ce niveau-ci. Je vais également les coller à ce niveau-ci. Par contre, en ce qui concerne la dernière section, ici on n'aura pas suivant, on aura un label du type s'inscrit, mais tout dépend de vous. Et je me dis que je ne vais pas lui donner la classe next, je vais plutôt lui donner ici la classe submit pour pouvoir l'identifier dans mon JavaScript. Donc ici, là où j'ai les éléments précédents, je ne vais pas leur donner la classe next, je vais leur donner la classe prev parce que je vais devoir les cibler pour indiquer que ce sont les éléments qui me permettent d'aller vers l'arrière. Si je regarde ce que j'ai ici, vous voyez qu'on a précédent, on a suivant, mais ici on a précédent, ensuite on a s'inscrit. Maintenant, on va repartir dans notre CSS et juste en dessous ici du Progress Bar, c'est là où on va traiter les éléments du formulaire. Donc, je vais cibler ici mon Form Container. Dans ce Form Container, on va commencer par mettre une largeur de 100% et je vais dire tous les éléments qui vont déborder, je vais les mettre en Overflow Hidden. C'est ça qui va nous permettre de cacher les parties du formulaire qu'on n'aimerait pas voir. Maintenant, on va rentrer dans le formulaire en lui-même qui se trouve également dans le form container. Et le formulaire, j'ai ici mes éléments qui sont en dessus des autres, qui sont empilés, mais je veux qu'ils soient plutôt alignés les uns à la suite des autres. Donc, je vais commencer par un display flex, ce qui devrait résoudre le problème. Ici, si je viens cacher le overflow hidden que j'ai, vous allez voir que mon formulaire il s'étend en dehors de ma zone. Donc, je vais d'abord laisser ça comme ça et on va corriger le overflow hidden un peu plus tard. Une fois que c'est fait, je vais demander à ce que mon formulaire prenne une largeur de 400%. Pourquoi est-ce que je demande que mon formulaire prenne une largeur de 400%? Simplement parce qu'on s'est dit qu'on aura 4 pages. Et on aimerait que chaque page ici prenne les 100% de la zone qui lui est dédiée par ici. Donc, vu qu'ils vont prendre les 100% et qu'on va devoir déplacer les 4 éléments de notre formulaire, il faudrait mettre 400%. Ensuite, après avoir mis les 400%, je vais m'intéresser à l'élément page qu'on avait mis ici à l'intérieur. Et pour rappel, l'élément page ici correspond à une partie, à une étape de validation. Donc, pour l'élément page, je vais simplement demander à ce qu'il prenne une largeur de 100%. En fait, on s'est dit que notre formulaire, à chaque fois, les pages différentes devront prendre les 100% qui leur sont dédiés. Du coup, on va se dire, lui va prendre 100%. Et lorsqu'on va déplacer, lui va venir prendre les 100%. Maintenant, je peux mettre mon overflow hidden et vous allez voir que les autres éléments du formulaire sont cachés. À ce niveau, j'ai un petit problème. En fait, c'est pas réellement un problème, ça devrait ne pas vous déranger. Ici, on vient de dire qu'il va prendre 400%. Et on l'a dit simplement parce qu'on a 4 éléments dans notre formulaire, 4 étapes dans notre formulaire. Supposons que vous ayez une 5e étape dans laquelle vous demandez par exemple le diplôme d'un étudiant. Et vous voyez que là, mon code il vient de se casser. Pour gérer ce problème, en fait, je vais simplement venir dans mon CSS et demander ici là qu'ils prennent 500% et ça va résoudre le problème. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va rajouter quelque chose par ici, il faudra également revenir dans notre CSS pour également rajouter. Et vous voyez que là, lorsque je reviens à 4 éléments, mon CSS encore, il vient de se casser. Donc, je suis obligé de revenir ici et de demander de nouveau que ce soit un 400%. Mais en fait, on pourrait faire la chose simplement. On s'est dit que chacune des pages, chacun des éléments pages qu'on a ici va prendre les 100% qui seront disponibles et c'est les 100% que ça occupe à ce niveau.
Et on s'est dit qu'on aura dans notre formulaire 4 pages, c'est pour cela qu'on a mis ici 400%. Donc en gros, on pourrait simplement implémenter un calcul et pour cela, je vais utiliser la fonction CSS Calc. Et dans ce calcul, je vais lui dire, vu qu'on a dit que chaque élément va prendre 100% et que le nombre d'éléments qu'on aura, on va multiplier ça par les 100%. Ici, on a 4 éléments et on multiplie ça par 100%, on obtient les 400% du formulaire. Donc du coup, je vais dire ici là qu'on prend les éléments 100% et on va les multiplier par le nombre d'éléments qu'on aura dans notre formulaire. Et on s'était défini ici un nombre d'éléments qui était 4. Donc je vais venir un peu plus bas et je vais appeler ici le step number. Vous allez voir que là ça ne change rien parce qu'en fait, vu que le step number c'est 4, on aura 4 fois 100% qui va nous faire nos 400%. Maintenant de la même façon, on va devoir calculer la largeur de l'élément page qu'on a en dessous ici. On s'était dit que l'élément page lui va prendre les 100%. Mais pour trouver les 100%, on peut simplement prendre tout ce qu'on a ici en haut, qui sera une valeur globale, et on va la diviser par le nombre d'éléments qu'on aura dans notre page. Et là, vous voyez que lorsque je sauvegarde, il n'y a aucun changement, tout continue de fonctionner normalement. Cela fait en sorte que si on revient par ici et qu'on ajoute un 5e élément comme on l'a fait précédemment, tout ce qu'on aura fait dans notre CSS, c'est d'arriver un peu plus haut ici et de dire qu'actuellement, on a 5 éléments dans notre page et vous voyez que notre code va se comporter comme il se devrait. Donc, je vais repasser à 4 éléments parce que c'est avec ça qu'on travaille. Je supprime ce que j'avais là et désormais, on va continuer dans notre CSS. On redescend. Je me dis que dans cette page, on avait un élément qui portait un élément de niveau 5 qui était un titre. Pour lui, je vais lui donner ici un text align à start. Je ne vais pas mettre left, mais je vais mettre plutôt start. Le start ici représente également le left. Ensuite, je vais demander à ce que les font size ici soient de 28 pixels. Je vais mettre un margin block end 32 pixels. Et je me dis que lorsqu'on sera dans les écrans de plus petite taille, il va falloir que ces dimensions changent. Donc, je vais copier ici la média 960 et 660 autant pour moi. Et je vais la coller à ces niveaux-ci. Donc, je me dis, lorsqu'on sera ici, on va changer le font size et on va le mettre plutôt à 24 pixels. Et on va également changer le margin block end pour le mettre seulement à 8 pixels. Donc si je commence à réduire mon élément ici, vous allez voir que la taille aura changé. Lorsque je vais revenir à l'élément initial, la taille aura augmenté. Je vais descendre un peu plus bas, juste en dessous de mon élément page ici, et je vais cibler le label. Je vais simplement demander que le label ici prenne un font weight de 600. Je vais dire que je ne veux pas des arrondis au niveau de mes champs de formulaire ici. Pour cela, je vais cibler le input auquel je vais donner ici un border radius à 0. Ensuite, je vais me dire que pour les vérifications, lorsque le formulaire sera invalide, il faudra qu'on lui donne une bordure rouge. Donc pour cela, ici, je vais demander lorsque l'élément input sera associé à l'élément invalide, je veux qu'on lui mette ici un border color qui sera la couleur qu'on avait appelée Error Color. Donc à ce niveau, je viens de finir entièrement avec mon CSS, mais je me rends compte que mes textes ici sont sombres. Donc ce que je vais faire, c'est de me dire, lorsque je serai dans mon formulaire, à l'intérieur de ce formulaire, tous les éléments qui s'y trouvent devront prendre ici une couleur de texte qui sera du font color. Et là, je viens de gérer tous les éléments immédiatement. Maintenant, on a fini avec le CSS et on va se concentrer sur le JavaScript en lui-même. Donc, en ce qui concerne le JavaScript, la première chose que je vais faire, c'est de récupérer ici un élément que je vais stocker dans une constante et je vais l'appeler steps. Cet élément ici, là, je vais récupérer ça à partir du document query selector all et je vais sélectionner tous les éléments ici qui portent la classe step. Donc en gros, j'aurai 4 éléments. Donc je vais sélectionner tout ce qu'on avait mis dans la progress bar ici. Entre autres, il y en a 4. La deuxième chose que je vais ensuite sélectionner, je vais dupliquer cette ligne pour le coup. Je vais sélectionner ici les bullets. Et je vais demander à sélectionner, si j'oublie le point ici, j'aurai une erreur. Je vais demander à sélectionner tous les éléments bullets et pour eux, on aura également 4. Je vais dire que je sélectionne les éléments bullets qui sont dans les steps. Ensuite, je vais dupliquer cette ligne et je me dis qu'ici, j'aurai plutôt des éléments que je vais appeler ici bullets label.
les bullets labels ici là vont représenter nom, adresse et consort. Donc pour cela, dans Steps, je vais sélectionner l'élément P. Et en dessous, je vais sélectionner le nombre de pages que j'aurai. Je duplique cet élément, je vais l'appeler ici Pages. Et là, je vais sélectionner l'élément auquel j'avais donné la classe Page avec un Query Selector All. Donc en gros, je sélectionne tous les éléments. Ici, j'en aurai 4, 4, 4 et 4 aussi. Maintenant, je vais sélectionner tous les boutons avec lesquels je vais travailler. Pour ces boutons, je vais les appeler ici Next Buttons. Et pour ces boutons, je vais sélectionner avec un Query Selector All tous les éléments auxquels j'ai donné la classe Next par ici. Et je me dis qu'en dupliquant ça, je vais maintenant sélectionner plutôt les éléments auxquels j'avais donné la classe Prev et que je vais stocker dans Prev Buttons. En dessous, j'aurai besoin de travailler avec mon formulaire, bien évidemment. Donc, je vais sélectionner le formulaire en lui-même. Et pour cela, je vais récupérer l'élément Form. Et enfin, je me dis que j'aurai besoin de connaître ici le nombre de pages. Donc, je vais lancer ici un const et je vais appeler une variable Number of Pages. Cette variable Number of Pages, je vais simplement compter le nombre d'éléments qui est dans mon Steps ou alors le nombre d'éléments qui est dans mon Pages. Ce qui aura pour effet de me renvoyer la valeur 4 bien évidemment. Maintenant, je me dis que pour une raison ou pour une autre, il pourra arriver qu'on ait préfixé notre nombre de pages ici à 4, mais que l'utilisateur par exemple supprimé l'une des pages ici. Donc quelqu'un est venu, il a supprimé par exemple ce deuxième élément. Donc ce qu'on va faire ici, c'est simplement d'imposer au JavaScript d'avoir le nombre de pages qui se trouvent dans notre document HTML. Donc on va imposer cela au CSS en fait. Donc en grosso modo ici je vais lancer un document et dans ce document je vais lancer ici le document element. À ce document element je vais lui rajouter un style et pour ce style je vais lui faire un set property. À cette propriété je vais simplement demander à ce que la step number soit égale au number of pages. Une fois que c'est fait, en fait, dans notre document, si quelqu'un supprime l'un des éléments ici, cette ligne de code de JavaScript va prendre simplement un élément CSS et ça va dire ici, au niveau du HTML, je vais t'ajouter un élément CSS. Juste ici au niveau de ce HTML, il va lui dire, je vais t'ajouter un élément CSS qui sera step number. Et ce step number sera le nombre d'éléments que j'ai compté lorsque j'ai compté le nombre d'éléments page qui se trouve ici. Du coup, vu qu'on met ça directement au HTML, ici tout en haut, c'est l'équivalent de ce qu'on avait mis ici dans notre route. Maintenant, on va revenir dans notre JavaScript et la première chose qu'on va faire, c'est de traiter ici les boutons Next Button. On va dire qu'à ces Next Button, on va leur ajouter ici un for each. Donc, vu que les Next Buttons ils sont nombreux, on les récupère tous et ça nous donne un tableau. Ce tableau, on va parcourir ça avec un for each et dans ce for each ici, on va récupérer un bouton et on va récupérer l'index qui correspond à ce bouton. Une fois que c'est fait, on va lancer une fonction ici et à l'intérieur de cette fonction, on va gérer le fait de cliquer. Mais maintenant, ça dit que lorsqu'on clique pour aller à gauche ou à droite, on a besoin de s'assurer que notre formulaire a été rempli. Donc pour gérer ça, on va créer une fonction ici un peu plus bas et dans cette fonction, on va commencer par lui donner le nom isValid. Cette fonction va prendre un élément et on va faire un certain nombre de traitements. Je vais commencer par définir ici une variable que j'appelle validInput et je vais mettre ça à true. Donc ça va nous indiquer ici que nos champs de formulaire sont conformes. Ensuite, je vais définir ici une constante et dans cette constante que je vais appeler bien évidemment inputs, je vais récupérer tous les éléments input qu'on aura dans notre document. Donc, je récupère ici le parent element, comme ça sera mieux. Dans ce parent element, je vais récupérer un deuxième parent element et je vais donc lancer ici un query selector all dans lequel je vais récupérer les inputs. Donc, je suis simplement en train de dire ici, je vais cliquer sur ce bouton suivant et lorsque je vais cliquer sur ce bouton suivant, je vais d'abord cibler son parent element qui est la div qui porte la classe MB3. Ensuite, je cible le parent element de cette div qui est la div page. À l'intérieur de cette div page, je vais lancer un query selector all et je vais cibler les champs input. Juste en dessous, vu que j'aurai deux inputs par page, je vais prendre ces inputs et je vais les parcourir avec un for each. Dans ce for each, je vais récupérer un input et je vais lancer une fonction. Dans cette fonction ici, je vais faire un certain nombre de traitements. Entre autres, je vais lancer un if else.
Et je vais lui dire, tu vas prendre l'input en question et tu vas faire un check validity. Le check validity ici, c'est une méthode JavaScript qui se base sur le require qu'on aura mis ici à l'intérieur. Donc, il va prendre l'attribut require et il va l'étudier. Si l'utilisateur remplit une donnée, il va nous renvoyer true. Et s'il n'y a pas de données, le check validity va nous renvoyer false. Donc, on lui dit que if not input check validity, donc si ça nous renvoie false, on va dire ici là que nos valides inputs vont passer à false. On les avait mis initialement ici à true. Et une fois que ça passe à false, on va devoir prendre le input en question sur lequel on travaille et on va lui rajouter une classe. Et cette classe sera simplement, désolé, ici c'est un point, et cette classe sera simplement la classe qu'on avait appelée invalid. Donc ça va faire en sorte que lorsqu'on va essayer de soumettre notre formulaire, s'il n'a pas été rempli, il va venir ici, il va récupérer cette classe invalid, il va l'ajouter à notre champ de formulaire. Par contre, si on teste le check validity ici et que ça nous renvoie true, on va lui enlever donc cette classe invalide qu'on avait par ici. Donc, je vais faire ici un remove. Maintenant que c'est fait, on va venir au niveau des boutons next comme on s'était dit et on va commencer à leur donner un certain nombre de traitements. Entre autres, je me dis que je vais prendre ces boutons, je vais leur ajouter ici les événements. L'événement en question que je vais ajouter, ça sera du clic. Une fois que je rajoute l'événement de clic ici, je vais lancer une fonction et dans cette fonction, je vais faire un certain nombre de traitements. La fonction en elle-même va prendre un paramètre E et je vais commencer par faire un E prevent default, simplement pour annuler le comportement par défaut du bouton lorsqu'on y clique. Une fois qu'on annule le comportement par défaut, en dessous, je vais me créer une variable current page et current page va simplement nous indiquer la page sur laquelle on est. Pour calculer sa valeur, on va prendre l'index en question plus 1 parce que dans un tableau, l'index commence à 0. Pourtant, nous, on aimerait être à la page 1. Donc, je vais lancer un index qui est 0 plus 1 et lorsqu'on sera à la deuxième page, l'index sera 1 plus 1 et on sera ainsi à la deuxième page. Une fois qu'on a déterminé la page sur laquelle on se trouve ici, je vais lancer une condition if pour tester si mes champs de formulaire sont remplis. Donc pour cela, je vais appeler la fonction isValid qu'on vient de créer un peu plus bas. Et à l'intérieur de cette fonction isValid, je vais lui passer simplement le bouton sur lequel on a cliqué. Et ce bouton, je le récupère avec l'attribut this. Donc je lui passe le this et là, il va me prendre le bouton en question lorsque je vais cliquer. Et il va se dire, je remonte de ce bouton. Donc, je vais prendre mon formulaire et je vais dire, lorsque je clique sur ce bouton, il va appliquer une transformation à mon formulaire. Et cette transformation, je vais simplement copier ce que j'avais écrit pour gagner un peu en temps. Donc, je vais coller ça à ce niveau. Et on va essayer d'expliquer. En gros, je prends le formulaire, je lui applique un style CSS qui est le transform et je lui demande simplement de faire un translate X. Donc, pour ce translate X, vu qu'on a 4 éléments, il faudrait qu'on se déplace à chaque fois de 25%. Et vu qu'on va se déplacer ici de la droite vers la gauche, ça veut dire qu'on doit se déplacer de moins 25%. C'est pour cela que vous voyez que dans mon calcul, j'ai fait 100% divisé par le nombre de pages qu'on a qui représente 4 pages. Les 100% ici, là, je leur ai mis un moins au départ et j'ai concaténé le pourcentage juste à la fin. Donc, une fois ce calcul effectué, vous allez vous rendre compte que si on repart dans notre navigateur, lorsque je clique, j'ai mes bordures rouges qui apparaissent comme pour m'indiquer que le champ est invalide. Je vais remplir les données et lorsque je clique, là, il ne se passe rien. J'ouvre mon inspecteur ici, ma console, pour voir si j'ai une erreur. Je clique et je ne vois toujours aucune erreur. Donc, je vais lancer un console log de forme pour voir si j'ai bien récupéré mon formulaire en lui-même parce qu'il faudrait qu'on s'assure que notre transformation s'applique sur le formulaire. Et lorsque je regarde ici au niveau de ma console, je vais remplir, je clique sur le bouton. J'ai effectivement bien récupéré mon formulaire, donc là n'est pas le problème. Donc, en regardant mon problème de plus près ici, je me rends compte que ça vient de la fonction isValid parce que lorsque j'ai fini de la coder, je n'ai pas renvoyé ce qu'elle retourne comme résultat. Donc, j'aurais dû renvoyer ici le valid input qui sera soit true ou alors false en fonction du fait que les champs de notre formulaire aient été remplis. Et vous voyez que là maintenant, les choses fonctionnent normalement, mais l'animation a été un peu brute, on n'a pas vraiment vu la translation se produire. Donc, pour gérer ça, on va aller gérer ça dans notre CSS. Pour cela, je vais repartir dans mon styles.css et juste en dessous du formulaire, lorsque je mets sa largeur, je vais lui mettre ici une transition. Cette transition, je vais simplement l'appliquer ici sur le transform, uniquement sur la propriété transform et je vais la mettre à 0,15 secondes en is in out.
Une fois que c'est fait, si on refait un test de nouveau, vous voyez que là, la translation s'est produite comme il se devrait. Donc, on va revenir désormais dans notre JavaScript et on va dupliquer ce qu'on avait fait pour les Next Buttons. Et là, maintenant, je vais plutôt cibler ici les Prev Buttons, donc les boutons qui nous permettent d'aller sur la page précédente. Donc, lorsqu'on se trouve ici sur une page et qu'on va aller vers la page précédente, tout ce qu'on a fait, c'est de faire un current page -1. Donc, je vais simplement implémenter le calcul ici et je vais ajouter le -1 juste après ce current page. Et pour que les calculs soient faits sans problème, je vais les envelopper de parenthèses. Maintenant que c'est fait, avant de faire des tests dans le navigateur, je vais d'abord enlever les consoles log que j'ai par ici. Je vais remplir les champs et lorsque je clique, je passe sur suivant. Et je clique pour revenir sur précédent, mais là, je me rends compte que ça ne revient pas. Donc, ça ne revient pas simplement parce que lorsque je veux revenir ici en arrière, je n'ai pas besoin qu'une validation soit faite. Donc, l'idéal pour moi serait d'enlever mon bloc de code à l'intérieur de ma condition de validation. Pour cela, je vais déplacer ce code et je vais supprimer ce petit bout de code tout ici en dessous. Si je reviens faire des tests de nouveau, vous allez voir que je clique, je vais vers la page suivante et ensuite je reviens vers la page précédente. Donc, maintenant, je dois gérer le label active et je vais repartir dans le HTML. Dans ce HTML, je vais retirer les classes actives que j'avais mises en dur et je vais les gérer dynamiquement en JavaScript. Donc, je vais revenir au niveau de mes Next Buttons et je vais me dire, lorsqu'on clique sur un bouton pour aller vers l'étape suivante, on va récupérer la boulette qui correspond. Et vu que la boulette c'est un tableau, pour récupérer la boulette qui correspond à la page sur laquelle on se trouve, on va récupérer l'index de cette boulette en question. Donc ici, si nous sommes sur la page 2, l'index correspond à 1. De là, je vais lancer boulette 1, ce qui fait qu'on sera sur la deuxième boulette. Je vais lui appliquer une classe list et je vais lui rajouter ici la classe active. Ensuite, je vais prendre le label qui est associé à cette boulette qui représente le texte qui est juste au-dessus et je vais également lui appliquer cette classe active. Donc, si désormais je refais mes tests, lorsque je vais sur suivant, vous voyez que ça s'active. Mais lorsque je reviens sur précédent, ça reste activé et là, je vais dire lorsqu'on clique sur les boutons Previous Buttons, autant pour moi, on va simplement remove cette classe active. Donc, si je vais de nouveau faire les tests, je vais remplir, je vais passer sur suivant, tout va bien, et je reviens sur précédent, vous voyez que ça enlève la classe active au label. Maintenant, la dernière chose qu'on va devoir gérer ici, c'est le bouton de la dernière page. Et pour gérer le bouton de la dernière page ici, je vais simplement ici sélectionner le bouton en lui-même parce que je lui avais donné une classe submit. Donc, je vais faire un document, je vais faire un query selector et je vais sélectionner le bouton auquel j'avais donné la classe submit. Donc, entre côtes, ça sera beaucoup mieux. Je vais écrire ça ainsi. Une fois que je vais cibler ce bouton, je vais lui rajouter un événement ici. Donc, je vais mettre un add event listener. Et pour ce add event listener, je vais mettre un click. Ensuite, après le click, je vais lancer une fonction dans laquelle on va faire un certain nombre de traitements. Et pour le coup, je me dis que je vais utiliser une fonction, la syntaxe classique d'une fonction. Donc, je vais retirer cette flèche par ici. Et à l'intérieur, je vais également passer un élément à cette fonction. Donc, je vais commencer par prendre cet élément et lui appliquer un prevent default pour me dire que je vais annuler le comportement par défaut du bouton en question. Ensuite, en dessous de ce prevent default ici, je vais lancer ma condition pour tester si les champs sont bien évidemment remplis. Donc, je vais lancer un isValid à l'intérieur duquel je vais passer l'attribut vis. Il va tester ici lorsqu'on va cliquer le bouton pour savoir si les champs sont remplis. Et si les champs sont remplis, on ne veut faire aucune translation. On veut juste activer le label qui nous indique qu'on a terminé avec la dernière étape. Donc, je vais copier ce bout de code que je vais coller à ces niveaux. Maintenant que j'aurai activé le dernier label qui m'indique que j'ai fini avec mon formulaire, je vais afficher un pop-up. Et pour ce pop-up ici, je vais lancer la fonction setTimeout et dans ce setTimeout, je vais simplement ici coller un petit bout de code que j'avais déjà écrit initialement pour gagner en temps, mais il est relativement simple. Ce code ici, je lance un alert qui va simplement me sortir le pop-up en me disant enregistrement terminé et en dessous, je vais faire un location reload pour actualiser la page, donc je vais réinitialiser mon formulaire. Je veux que ce setTimeout se produise une seconde après avoir cliqué sur le bouton. Donc, je vais lui mettre un timeout ici à 1000 millisecondes. Maintenant que c'est fait, on va repartir faire nos tests dans le navigateur et vous allez vous rendre compte que je vais remplir mes champs.
je vais partir à l'étape suivante, je vais remplir, je vais partir à l'étape suivante et ainsi de suite. Je clique sur suivant et lorsqu'on arrive sur la dernière page, je remplis, je clique sur s'inscrire et là il ne se passe rien. Donc je vais ouvrir ma console ici pour voir si je n'ai pas d'erreur. Et dans ma console ici, je me rends compte que j'ai une erreur qui me dit Index is not defined. Simplement parce que lorsqu'on fait le bouton Submit ici, on ne récupère pas un tableau. Donc on n'a pas récupéré les index en lançant notre fonction. Mais on va implémenter un petit calcul qui nous permet de savoir que nous sommes ici sur la dernière page et qu'on veut uniquement le dernier label. On avait défini une variable numbers of page au départ qui nous indique le nombre de pages. Et vu que les boulettes ici représentent le tableau, le dernier élément de cette boulette, ça sera le nombre de pages auquel je vais soustraire le chiffre 1. Donc en gros, si on a 4 pages, on a envie de récupérer la boulette 3 parce que ça représente le dernier index du tableau. Une fois que c'est fait, on va refaire les tests de nouveau. Je vais remplir, je vais passer sur suivant, ainsi de suite. On va cliquer sur suivant et lorsque nous sommes sur le dernier champ, vous allez voir que je clique, le dernier élément s'active et après une seconde, j'ai mon pop-up qui m'indique que l'enregistrement est terminé. Ma page s'actualise. Donc là, je suis en train de faire un dernier test pour s'assurer que tout fonctionne. Je vais vers précédent, je vais vers suivant. Je fais ça de nouveau, je vais vers suivant et je vais vers précédent. Et là, je me rends compte qu'on a un problème. Donc dans le HTML, au niveau du dernier bouton précédent, ici, j'ai mis la classe Next. Je vais remplacer ça par Previous. Et de là, on va revenir faire le dernier test. Je crois qu'il sera le tout dernier. Je remplis. Suivant, précédent, précédent, suivant, suivant, je remplis de nouveau, je vais cliquer sur suivant, je remplis et je vais cliquer sur s'inscrire. Vous voyez que tout se passe comme il se doit. Donc on vient là de terminer avec ce tutoriel et vous vous serez rendu compte que tout ce qu'on aurait utilisé dans ce tutoriel, j'avais déjà les prérequis sur ma chaîne YouTube. Donc vous n'aurez qu'à venir à ces niveaux et vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de contenu. Vous pourrez donc vous documenter et vous allez vous rendre compte que j'ai également une formation masterclass dédiée aux débutants en HTML5 et CSS3. Donc pour ceux qui ne savent pas là où ils doivent commencer, s'ils veulent faire dans le web, c'est là où ils doivent commencer, bien évidemment. Vous êtes là sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et activez les notifications. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo.